Coucou tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo. Alors je ne vais pas parler des chemtrails, même si je peux vous dire que nous sommes à J+4 et que de nouveau on a un temps plutôt sympathique. Vous ne voyez rien, mais en gros il fait couvert, mais il fait beau et il fait bon. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo particulière. Enfin particulière. Je fais tellement de vidéos en même temps, une de plus, une de moins, on verrait pas la différence. Je me suis dit tiens ça serait intéressant, bon non c'est peut-être pas intéressant en fait, en fait ça fait un moment que je me dis ça serait bien de faire une vidéo un peu où je vide mon sac, si je puis dire. Bon, vous entendez le chien aboyer, c'est normal. Il y a plein de gens qui promènent des chiens autour de chez moi, donc c'est l'habitude. À force j'en ai marre, mais bon c'est pas mon chien, c'est celui de mon père, donc j'ai pas trop le choix, sinon j'aurais pas de chien. J'aime pas trop les chiens. Oui, je suis plutôt des chats moi. Je préfère les chats. Les chats c'est tranquille, ça fait sa vie, ça demande rien à personne sauf pour bouffer, un peu comme moi, donc ça me ressemble. Donc voilà. J'avais envie de faire une vidéo un peu pour parler, toujours pareil, de moi. Alors ça va paraître très égocentrique, narcissique, tout ce que vous voulez. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui font des vidéos sur YouTube, qui parlent de leur vie sur des choses extrêmement futiles, mais vraiment futiles à un point que je me dis mais je comprends pas pourquoi il y a des vidéos, enfin voilà, il y a des vidéos de tout et de n'importe quoi et je ne rentre pas dans ces cases-là, enfin je me sens pas de rentrer dans ces cases-là. J'ai l'impression que tout ça c'est un peu superficiel. Moi je suis plutôt du genre à parler, j'aime bien parler de mes émotions, de mes ressentis, de ce que je pense, plutôt que de faire des hauls comme j'en fais de temps en temps, mais c'est pas très intéressant. Puis bon voilà, je trouve que c'est pas intéressant. Je le fais pour m'amuser, mais je le fais pas pour gagner des abonnés ou des commentaires, parce que je n'ai pas beaucoup d'abonnés et les commentaires c'est quasi inexistant, à part une qui est un peu fidèle. Après le reste, les autres s'en foutent un peu, parce qu'évidemment les gens ils préfèrent des vidéos plus intéressantes, plus jolies, plus esthétiques, plus voilà. Moi je suis pas du tout dans ces cases là, je rentre pas du tout là dedans. Je boycotte un petit peu tous ces trucs là. Moi je suis un peu pour les choses authentiques, pour les choses vraies. Donc c'est pour ça que je ne me maquille pas. Là je devrais enlever mes lunettes parce que je suis vraiment moche avec les lunettes. Je n'aime pas quand j'ai mes lunettes. Je me trouve pas très belle. Donc j'ai pas une lumière super géniale, donc du coup on voit tous les défauts de mon visage. Voilà, ça commence le truc narcissique. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait plusieurs jours que j'ai envie de parler. Parce que je trouve que en fait faudrait dire les choses quand il faut les dire. J'avais déjà fait une vidéo un peu comme ça, mais comment dire, ben, je me sens encore pas bien quoi. Je me sens pas bien, peut-être que je me focalise trop sur des choses négatives, je sais pas, je pense qu'à ça en fait. Ça me bouffe, ça me bouffe. Donc j'essaie de sourire, j'essaie de me forcer, j'essaie de me mettre dans un truc positif, je fais des choses positives, je fais de la création, donc voilà, je me mets un peu dans la création pour m'empêcher de penser des choses négatives dans ma tête, parce que ça part vite. En fait, j'ai un mental qui est extrêmement... comment dire j'ai un mental qui est très... oh putain, je trouve pas le mot, vous voyez. J'ai un mental qui est extrêmement tout le temps en train de marcher. Donc du coup, je suis tout le temps en train de penser, tout le temps en train de réfléchir. La nuit, je ne dors pas parce que je n'arrête pas de penser à X choses. Et vraiment, ça peut aller alors, je sais, il me semble qu'on a 60 000 pensées par journée ou je sais pas quoi, mais à mon avis, moi, je dois dépasser le quota 2 fois parce que je suis vraiment pas du tout... je me sens pas... j'arrête pas de penser à des tas de trucs, au futur, au passé, aux choses qui se sont passées, aux choses que je dois dépasser, que je n'y arrive pas, que je sais pas si je vais trouver la force de dépasser toutes ces choses.
Et je me dis, mais comment j'ai pu être celle que j'ai été avant et pourquoi je ne suis plus comme ça aujourd'hui? Est-ce que ça va changer? Est-ce que je vais sortir de ce truc intérieur qui est en moi, qui ne bouge pas, enfin que j'ai l'impression qu'il ne bouge pas, même qui s'aggrave? Donc voilà, j'ai l'impression un peu, c'est pas de stagner, au contraire, un petit peu de régresser en fait. Depuis 2 ans bientôt que j'ai perdu ma maman, je suis en train de plonger, maman, c'est qu'à le dire. Je suis en train de plonger, je me raccroche à tout ce que je peux d'extérieur pour tenir, en sachant que je refuse les médocs. Donc dès que je parle à des gens autour de moi, tout de suite ils me disent va voir un docteur, il va te donner des antidépresseurs. Sauf que laissez tomber les antidépresseurs. J'ai suffisamment arpenté les forums et même les forums, les groupes Facebook, etc. pour voir qu'il y a énormément de gens qui se plaignent que les antidépresseurs, ça les rend amorphes ou ça les rend encore plus dépendants, qu'ils ont encore plus d'idées noires quand ils essayent de les arrêter, même en essayant d'y aller progressivement, c'est très difficile. J'ai pas du tout envie d'avoir une molécule chimique en moi. Je préfère y aller naturellement, mais malheureusement, comment dire, la nature en général prend du temps. Par exemple, ne serait-ce que la nature, l'extérieur, par exemple, les arbres, ils mettent du temps à fleurir, à perdre leurs feuilles et refleurir, etc. Moi, je suis un peu dans ce processus. Je sens que c'est long, que c'est lent, mais que c'est nécessaire et qu'il faut pas forcer, il faut pas tirer sur le truc pour essayer que ça marche. Il faut y aller dans la douceur. Et moi, évidemment, quand je pose ça, ça pose extrêmement problème pour les gens en face de moi qui n'ont qu'une envie, c'est Alexandra, ferme ta gueule et va mieux. Arrête de faire la gueule, arrête d'être pas bien, de péter tes câbles tous les 3 jours, enfin voilà. Oui, peut-être. Donc c'est pour ça qu'on perd énormément de gens autour de nous quand on passe par une dépression. Je sais pas si c'est une dépression, si c'est du stress post-traumatique. Je me suis énormément posé de questions sur ce que c'était vraiment. Je suis pas capable de dire exactement ce que c'est parce que je passe mon temps sur YouTube à regarder des vidéos de développement personnel, de coaching, etc. Je passe mon temps à ça. J'ai l'impression que j'ai beau regarder toutes les vidéos du monde, ça change pas en moi. Donc je me dis que c'est, vu qu'il n'y a rien qui change, je suis obligée de laisser les choses faire, laisser le temps faire. Et le temps, ça prend du temps et c'est très long. Et par derrière, il y a des gens qui voudraient que je fasse des trucs, que j'aille plus vite, que je sois plus performante. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple simple, il va falloir que... Voilà. Mais quand je suis à Pôle emploi, ils me disent, en gros, vous travaillez pas. Et maintenant, il faut que vous disiez pourquoi vous travaillez pas. Pourquoi vous travaillez pas, donc il nous faut un certificat maladie, etc. Donc moi je suis un peu voilà, j'ai un peu du mal à accepter que ce soit une maladie ce que je traverse. Pour moi c'est juste un accident de parcours mais pas une maladie. Donc c'est sûr que dans les faits franchement je suis malade. Enfin, je me sens malade parce que je me sens pas capable de gérer un quotidien par exemple. Mais si on me donne le temps, peut-être que je vais y arriver. Je dis peut-être parce que je me suis tellement essayé de prendre des rythmes, etc. Je fais tout ce que je peux pour essayer d'aller bien. J'essaye de me lever à des heures. J'essaye, mais voilà, après le soir, je n'arrive pas à dormir. Donc du coup, j'anticipe, je pense au lendemain. Je me dis, Alex, si t'es pas debout demain à telle heure, et donc du coup, je ne dors pas de la nuit parce que je pense au fait qu'il faut que je me lève ou j'imagine la fatigue que je vais avoir après. Enfin voilà, c'est un cercle vicieux permanent, épuisant. Et je n'ai pas la baguette magique qui me permet de redevenir celle que j'étais. Parce que franchement, si vous m'auriez connue à une autre époque, vous ne m'auriez pas reconnue aujourd'hui. Moi, à l'époque, je me rappelle, je partais plusieurs jours en Côte d'Azur, je partais en road trip avec une copine, enfin voilà, j'étais extrêmement
J'avais la force en moi d'être capable de tenir des journées entières, par exemple, sans dormir. Maintenant, je suis fatiguée en permanence. J'ai tout le temps envie de dormir. Et le pire, c'est que je ne dors pas. J'ai tout le temps envie de dormir. Je suis tout le temps fatiguée. La moindre chose va me mettre des heures à faire que je la fasse. Je vais tendance à procrastiner, à dire non, je le ferai demain. Donc, tout ça, c'est... je me suis au ralenti total. Et le pire, c'est que Alexandra, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des vidéos sur YouTube où elle fait genre, oui, regardez, il y a des chemtrails, oh là là, gna gna gna. Bah ouais. Mais on voit pas ce qu'il y a derrière. Mais je vous assure que je passe des moments difficiles. Et après, je fais pas cette vidéo pour que genre, tout le monde vienne me voir et me console, etc. Je le fais dans un but un peu thérapeutique. C'est-à-dire que quand je vais faire la vidéo, après, je me regarde. Et je la garde pour plus tard pour voir s'il y a une évolution en fait. C'est juste un travail par rapport à moi que je fais. C'est pas pour me montrer aux autres et me faire plaindre et tout ça. Parce que me faire plaindre, ouais, c'est toujours agréable de se faire plaindre, mais ça ne sert à rien. Donc moi je cherche juste à redevenir celle que j'étais il y a quelques années. Il n'y a pas tant d'années que ça, hein, c'était il y a 2 ans. Moi je me rappelle, il y a 2 ans c'était... Non, attendez, ça a été en 2015 que j'ai commencé à faire des défilés parce que je vais vous raconter un peu ma vie. Allez, on va faire, on va raconter sa vie au point où on en est. Il y a 2 ans, j'ai commencé à faire des défilés parce que j'avais fait l'élection de Miss Ronde dans ma région. Donc j'avais osé demander être modèle grande taille pour une boutique dans ma ville. Et la dame avait accepté, donc j'avais fait un défilé. Donc jusque-là, tout va bien. Et en fait, vers la fin 2015, je sais pas pourquoi, j'ai eu très envie de partir à Nice. J'ai eu très envie de partir dans cette ville. J'étais très attirée par cette ville. Je la suivais sur Instagram. Il y avait plein de... Je suivais les hashtags qui correspondaient à cette ville sur cette ville. Et je voyais les paysages et ça me plaisait beaucoup. Je trouvais ça voilà, j'étais attirée là par cet endroit. Donc je me suis dit, je l'ai décidé extrêmement vite parce qu'en fait je voulais aller au carnaval de Nice. Donc le carnaval de Nice c'est au mois de janvier, donc je crois ou février, je sais plus. Et je voulais vraiment y aller. Je voulais partir. Je voulais être capable de sortir de chez moi et partir. Donc je suis partie très vite en fait. Enfin je suis partie très vite. C'est-à-dire que en fait Noël était passé, c'était le 1er de l'an par là. Et je disais à ma mère, j'ai dit maman j'ai trop envie d'aller à Nice, j'ai trop envie d'y aller. Enfin voilà, je sais pas pourquoi j'étais attirée par cette ville, je voulais absolument aller voir de visu ce que c'était cette ville, elle me plaisait énormément. Donc voilà, j'ai voulu aller là-bas. Et donc j'ai dit à maman, j'aimerais bien y aller, je suis sûre que ça serait trop bien, et puis il y a des trains et tout, et puis peut-être que je trouverai un hôtel, enfin voilà, je vais me débrouiller, t'inquiète. J'étais à fond grave. Et en fait, j'ai commencé à prendre une chambre d'hôtel. Et puis en fait, après coup, je suis tombée sur une annonce sur le Bon Coin. Il y a un type qui faisait... qui louait son appart. Donc, et là, je me suis dit... peut-être que c'est mieux. Parce qu'en plus, l'appart, il était en face de la mer, en fait. Il était à côté du palais de la Méditerranée. Si vous connaissez Nice. Donc, il était juste à côté du palais de la Méditerranée. Et en fait, du coup, j'avais pas à marcher beaucoup pour aller jusqu'au bord de la mer. Parce que mon but, c'était de rester au bord de la mer. De rester toute la journée au bord de la mer et de ne plus rien penser et de partir, de faire le vide, etc. Alors que j'étais pas très mal dans ma tête, hein. J'étais plutôt bien, mais j'avais ce besoin de partir au bord de la mer. Donc du coup, j'ai trouvé cet appart avec ce type très gentil. Franchement, je suis tombée... Mais alors, c'était le hasard total parce que j'ai réservé très très vite parce qu'en plus, c'était pas très cher. Donc, je sais pas, j'avais payé 100 € pour 3 jours ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment pas très cher. Non, allez, je vais dire un peu plus quand même, 150 €. Non, j'ai payé 3 nuits pour presque 100 €. Je m'en souviens maintenant. Mais il fallait compter le train, donc du coup, mais bon, voilà. Au moins, ce que j'aimais dans l'idée d'avoir un appartement, c'est que je pouvais être totalement indépendante. Et je pouvais rentrer alors que je voulais. Dans un hôtel, bon, t'es un peu surveillé, j'aime pas trop ça. Et puis l'hôtel que j'avais choisi était beaucoup plus loin par rapport à la mer, donc du coup j'ai réussi à avoir cet appart et j'étais super contente.
Donc je suis partie. Bon, je suis en train de raconter ma vie là. Mais je veux juste vous montrer ce que j'étais quand même. Parce que c'est très important de voir la différence qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc je suis partie. J'ai pris le train, je suis partie. C'était le 15 janvier. Donc le 15 janvier 2016. À peu près. Le 13 janvier 2016. Enfin, je suis restée 3 jours. Donc du coup, je suis partie là-bas. Et c'était l'inconnu total. Mais je n'avais pas si peur que ça. J'étais contente d'y aller. Parce que j'allais vers un endroit que j'avais très envie d'aller. Donc voilà, j'étais vraiment dans un état d'euphorie, toute contente et tout. Et puis même avec ma mère, ça se passait bien. Elle était plutôt confiante, elle avait confiance en moi. Et je pense qu'elle était contente que j'arrive à sortir parce que je ne sortais absolument jamais de la maison. Et là, d'un coup, je suis sortie, en fait. Je suis sortie de chez moi et je suis partie un peu à l'aventure et totalement dans l'inconnu. Mais j'allais dans un endroit que j'avais un peu préparé mon truc, c'est-à-dire que je savais où j'allais, je savais ce que je voulais voir, donc du coup tout était bien organisé dans ma tête. Et donc du coup quand j'y suis allée, ben, ça s'est très bien passé, j'ai été vraiment, je passais mon temps à l'extérieur, je faisais que marcher toute la journée, je n'étais absolument jamais à l'appartement. Je faisais le tour de la ville, de long en large, en travers. J'adorais cette ville. J'étais amoureuse de cette ville. Je sais pas, il y a eu un coup de foudre pour cet endroit. Les gens étaient tellement gentils. Les gens, ils sont d'univers tellement différents. Il y a des horizons tellement différents. C'est extrêmement, comment dire, c'est extrêmement mixé comme. Il y a plein de gens différents, il y a des Russes, il y a des Français, il y a des Italiens, il y a vraiment de tout. Et moi, je trouvais ça génial parce que tout le monde était en même temps et tout le monde s'entendait très bien parce que tout le monde était, je sais pas, il y a un apaisement au niveau de la mer. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se crée, que les gens sont... On a l'impression d'arriver au paradis. Franchement, c'est ce que j'ai eu l'impression. On a l'impression d'être là et d'avoir une espèce de plénitude, de sensation de sérénité, et je l'ai jamais ressenti auparavant que lorsque j'ai été là-bas. Et je me sentais libre, j'avais des ailes qui poussaient dans mon dos, je me disais, oh, c'est ici que je veux vivre, quoi. Enfin, je sais pas, j'avais quelque chose en moi. Bref, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais là, je suis partie pour parler de Nice un bon moment. Donc, j'ai passé 3 jours et puis je suis rentrée chez moi. Et après, bah, c'est retombé, quoi. J'étais un peu triste parce que, voilà, Nice, franchement. Et puis en plus, j'y suis allée en janvier, donc il n'y avait pas beaucoup de monde et les journées étaient un peu courtes parce qu'il faisait vite nuit. Mais en même temps, c'était bien parce que justement, c'était calme. Il y avait une espèce de... C'était tellement calme au mois de janvier. C'était franchement trop bien. Et moi, c'est ce que je recherche. J'aime les endroits très très calmes. Donc, j'aime pas tout ce qui est... La ville, tout ça, je déteste ça. Bon, il y a un peu de ville à Nice, mais bon, voilà. Donc, et après, j'ai envie de dire, 3 mois plus tard, en fait, il se trouve que j'avais trouvé du travail à Nice. Donc, j'avais trouvé du travail. Je cherchais un peu de travail, mais je sais pas, je suis partie dans mon délire de Nice, forcément. Voilà. Donc, en fait, comme moi, je faisais de la couture, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire un travail en couture. Donc, du coup, je suis partie... Enfin, alors, attendez, il faut que je vous parle dans le truc. Donc, je me suis dit... j'ai vu l'annonce qui cherchait une couturière sur Nice. Donc là, tout de suite, je saute sur l'occasion. Je me dis, oh là là, il cherche une couturière sur Nice. Ça serait trop bien si je pouvais y aller. Et en même temps, j'avais très très peur parce que je me dis, oh là là, si jamais j'y vais, y a tout qui change, ma vie change. Et moi, comment je fais? Et moi qui n'ai jamais quitté la maison. Et moi et maman. Et moi et maman. Comment je vais faire pour maman? Et maman, est-ce qu'elle va bien le vivre, etc. Et... Ouais, j'avais peur de quitter maman. Puis en plus, ma maman, elle s'est fait diagnostiquer son cancer pile en janvier. Là, en janvier, quelques jours, je pense, après que je sois partie à Nice, en fait. Et ça, je m'en suis souvenue récemment. Donc, bon. Et en fait, j'avais trouvé cette annonce pour une couturière à Nice. Donc, j'avais une copine qui était pas très loin de la Côte d'Azur. Et qui me disait, si tu veux, on y va ensemble, ou on fait quelques jours en Côte d'Azur, et puis après, tu te débrouilles et tu vas à ton rendez-vous.
Donc j'ai dit ouais d'accord, allez. Donc voilà, vous voyez, j'étais dans une énergie vraiment de conquistador, de genre je vais tout défoncer quoi. J'avais vraiment une très très bonne énergie en moi. Et donc on est parti en Côte d'Azur et en fait on a eu un rythme quand même assez difficile. Enfin moi je considère aujourd'hui que c'était un rythme très difficile à tenir parce qu'en fait on a fait des Airbnb quasiment tous les jours. Donc tous les jours un Airbnb différent. Donc ce qui veut dire que tous les jours, on devait être debout, comme moi je considère tôt, c'est-à-dire 8 ou 9 heures, ça c'est très tôt pour moi. Et tous les jours, on devait partir pour changer d'endroit, parce qu'on changeait d'endroit tous les jours. Donc après, chaque fois, et puis parfois on tombait sur des endroits, c'était vraiment beau, quoi. On avait trouvé une chambre, enfin un espèce de petit appart à Cannes. Ah, c'était génial, on était tombé sur une très belle chose, un très bel appartement à Cannes. On y a dormi une nuit, mais voilà. Puis moi, je me rappelle, en plus, je me rappelle très bien ce jour-là, on était parti de La Ciotat le matin, et c'était 9 heures, quelque chose comme ça. On est parti de La Ciotat et on est arrivé à Cannes le soir à 7 heures, quoi. Donc, c'était vraiment des très grosses journées. Puis après, le pire, c'est qu'on est arrivé à 7 heures, quasiment 7-8 heures. Et après, il a fallu qu'on mange, donc on est parti en ville pour visiter un petit peu, et puis c'était 10 heures du soir, on mangeait, et puis après le temps qu'on rentre, c'était quasiment c'était la nuit quoi. C'était très tard dans la nuit, très tôt le matin, j'ai envie de dire. Et à 5 heures, je me rappelle, je ne dormais toujours pas. Parce que j'étais tellement dans l'excitation de la journée, j'avais tellement mis d'énergie dans la journée que j'étais plus capable de m'apaiser. Mais en même temps, et le lendemain matin, je sais plus quelle heure c'était. C'était le jour qu'on devait partir sur Nice. Et du coup, le lendemain, je sais plus quelle heure c'était. De toute façon, l'heure qu'on rend le Airbnb est toujours le même. Hein. C'est toujours 11h midi, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ce que j'ai dormi. Hein. Et puis après, je suis partie sur Nice. Et elle est partie. Et moi, je suis partie sur Nice. Donc, du coup, je suis en train de faire une vidéo très très longue. Mais donc, je suis partie sur Nice après. Elle est partie dans son coin. Enfin, elle est partie dans son coin. Elle est rentrée chez elle. Et moi, je suis restée sur Nice dans l'appartement de la même personne qui me l'avait loué la dernière fois. Donc, du coup, je suis allée à mon entretien, comme c'était prévu. Et l'entretien, ça s'était plutôt bien passé. Et la femme disait qu'elle me rappellerait. Vous connaissez ce genre de réponse, je suppose. Donc, elle m'a dit qu'elle me rappellerait. Et donc, du coup, moi, je me suis pensée, oh bon, advienne que pourra. Et en fait, le truc, c'est que elle m'a pas rappelé. Donc moi, je l'ai rappelé, j'ai essayé de la rappeler plus tard. Mais elle me disait, oui, tu sais, j'ai pas fini ma sélection, donc je sais pas encore, mais je te dirai, t'inquiète. Ok, donc j'attends. Le problème, c'est que entre temps, ma mère, elle va commencer sa chimio. C'est le mois de juin, et moi, je suis en train de me dire peut-être qu'en fait c'est pas une bonne idée que je parte à Nice, parce que si ma mère, on sait pas comment ça va se passer, comment ça va évoluer, surtout que c'est un truc super rare qu'elle a, donc s'il faut, je sais pas, j'ai peur quelque part de faire une bêtise. Donc du coup, puis en plus la femme de Nice, elle me rappelle pas, alors du coup je finis par abandonner l'idée, alors que mes bagages sont prêts, ils sont dans ma chambre et je suis prête à partir. Hein. Donc dans ma tête, je suis dans une dynamique de je suis capable, je vais m'assumer. En plus, j'avais payé une agence immobilière pour un appart. Donc voilà, tout était enclenché en fait, je veux dire. Enfin, pour moi en tout cas, j'avais du mal à y croire parce que forcément, je ne l'avais jamais fait. Mais pour moi, je sais pas, c'était. Voilà, ça devait se faire et en même temps, peut-être que ça devait pas se faire, je sais pas. Voilà, donc ma mère, après, elle a commencé ses chimios au mois de juin et là, ça a été la dégringolade totale parce que j'ai plus été capable de me concentrer sur quoi que ce soit. Parce que moi, j'habite à la maison, donc je la vois tous les jours et elle vomissait tous les jours. Elle était dans un état, enfin, c'était une loque. Elle avait un caractère de merde. Elle me parlait comme de la merde. Vraiment, elle me traitait vraiment très très mal et elle se rendait pas compte, elle était très fatiguée, elle dormait tout le temps. La maison était tout le temps fermée, donc les volets étaient complètement fermés toute la journée, alors qu'on était en plein été, et, enfin c'était...
Voilà, c'était vraiment très très difficile. Et moi, je me suis vraiment renfermée sur moi-même à ce moment-là. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré tout l'été parce que je voyais ma mère qui était très mal et je ne pouvais rien faire et je pensais même plus, j'avais l'impression que tout ce qui s'était passé auparavant, Nice et tout ça, c'était un rêve et je crois que je l'ai rêvé et que là je me réveillais, que je voyais ça. Ou alors je me disais, mais c'est maintenant que je rêve et je sais pas qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Enfin, pourquoi ça, voilà, je voyais ma mère comme ça et je ne pouvais rien faire et moi ça me rendait folle parce que j'avais envie aussi quelque part de vivre ma vie. Donc j'avais envie de prendre une indépendance, j'avais envie d'être capable de me sortir de tout ça, mais j'en étais pas capable. Alors que je le voulais, au fond. Quelque part, au fond de moi, je le voulais. Même si je le voulais pas, je pense qu'il aurait été bon que j'arrive à prendre une distance. Mais je ne pouvais pas parce que j'étais tout le temps à la maison et j'étais pas capable de m'assumer toute seule. Et ma mère ne m'a jamais poussée dans ce sens-là. Au contraire, ma mère a toujours été un peu... voilà, elle m'a toujours gardée pour elle. Et voilà, j'étais un peu son psy, tout ce qu'on veut. Donc voilà, la relation que j'avais avec ma mère était assez fusionnelle et presque destructrice tellement qu'elle l'était fusionnelle, j'ai envie de dire. Parce que j'étais plus capable de penser autrement que le fait qu'elle elle était là, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Mais bref, donc du coup, ben, ça s'est étalé là sur des mois comme ça. Donc moi dans ma tête, je pensais plus à l'avenir, quoi. Je savais plus en fait. J'avais l'impression de vivre le moment présent, mais en même temps vivre le moment présent dans le sens où tous les jours c'est de la merde. Tous les jours on vit des jours de merde et tous les jours ça s'aggrave, etc. Donc après elle a arrêté pendant 3 mois entre septembre et décembre parce que j'ai l'impression qu'il se servait d'elle comme cobaye, lui donnait des traitements de merde qui ne servaient absolument à rien. Donc elle avait fait d'abord une chimio en juillet. Ils ont laissé un mois de répit. Et en septembre, je crois qu'ils lui ont donné un traitement ciblé. Donc c'était un cachet à prendre. Et donc là, je suis en train de partir très très loin. Je suis désolée, vraiment. Mais il faut que vous sachiez mon histoire pour que vous compreniez. Donc elle prenait des cachets. Et en fait, du coup, ces cachets, pour moi, c'était du placebo. C'était net, c'était rien du tout. Ça ne faisait rien. Et sa maladie continuait à évoluer. Donc, il n'y avait rien qui régressait, mais ça stagnait. Donc, ça stagnait et en même temps, ça continuait quand même un petit peu d'évoluer, mais ça évoluait très très lentement. Et en fait, elle avait une masse dans l'utérus. En fait, c'est ça son problème, c'est qu'elle avait une masse dans l'utérus et c'était pas opérable en fait. C'était très rare, c'était un cancer très très rare. Donc, du coup, elle n'a pas pu être bien traitée à cause de ça parce que justement, il n'avait pas les traitements qu'il fallait parce qu'il y en a pas. Donc voilà. Mais ça, sur le moment, en fait, ils nous disent pas ça. Donc ils nous disent on attend, on va voir, on peut pas se prononcer. Donc on reste dans un espoir et dans une peur et dans une attente permanente de se dire que ça va changer et en même temps de se dire que ça va empirer. Donc on est dans ce truc où en fait deux choses sont possibles à la fois. Et forcément, ben, on s'imagine un peu le pire. Parce que... Et en même temps, on ne veut pas se l'imaginer, donc on positive. On se dit, ça va aller mieux. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai fait un espèce de déni par rapport à ma mère. Parce qu'au bout d'un moment, je me disais, ma mère, elle va s'en sortir. C'est pas possible, elle va pas mourir. Elle va pas mourir. Puis en plus, elle me montre qu'elle ne veut pas et qu'elle ne va pas mourir et qu'elle ne s'imagine pas mourir. Donc voilà, moi, dans ma tête, je fais un déni total. Et en même temps, je suis fatiguée. J'en ai marre, j'ai envie que ça change. J'ai envie de penser à moi aussi, j'ai envie d'avancer et je vois que ça me bloque complètement, je n'arrive pas à avancer parce que je vois ça tous les jours et ça me déprime et voilà, je peux pas penser à moi quand j'ai un truc comme ça. Puis et en même temps, si j'avais dit ça à l'époque, on m'aurait dit mais Alexandra, mais t'es une grosse égoïste, tu vois ta mère super malade et tu penses à toi. Tu penses à toi, tu penses à ta vie, alors que ta mère est en train de crever. Enfin bref, voilà. Donc je pouvais plus me permettre de penser quoi que ce soit et de dire quoi que ce soit parce qu'à cet instant précis, ma mère était dans un état tel que je ne pouvais plus exister par moi-même. J'étais obligée de me soumettre à ce qui se passait et d'aller dans le mouvement de ce qui se passait. Je pouvais plus penser par moi. Alors j'ai continué au début 2017
à essayer de faire des choses, faire des défilés, etc. Ma mère, évidemment, elle ne montre jamais qu'elle va mal, donc elle me dit toujours que tout va bien, donc moi, évidemment, je sais qu'elle va mal, mais qu'elle ne dit rien, et ça me fait chier, parce que là, je suis en train de sortir mon truc, mais je lui dis, mais putain, mais ça m'énerve, parce qu'elle ne m'a jamais dit qu'elle allait mal, et qu'à chaque fois, elle me disait que tout allait très bien. Et ça a été sa vie comme ça, toute sa vie comme ça. Elle a déjà été malade aussi. Franchement, ma mère, elle a passé sa vie dans les hôpitaux, donc voilà. Mais là, c'est juste... voilà, je me suis retrouvée comme ça, avec petit à petit, à force, il y a eu comme une espèce de retenue en moi, permanente. Ça se passait très très mal à la maison, hein. Franchement, je vais pas vous cacher, les relations dans la famille, ça se passait pas bien. Mais je pense que c'est propre à toutes les familles quand il se passe ça. C'est soit on se soude entre nous et on s'accroche, soit au contraire ça va diviser et ça va faire... ça va diviser. Donc voilà. Et en fait là ça se passait pas super bien parce que moi j'avais très envie d'arriver à vivre ma vie, comme je l'ai déjà dit. Et je voyais que ça n'évoluait pas très bien. Ma mère était en train de devenir... quelque chose que en fait, comme j'étais là au quotidien, je le voyais pas, mais avec le recul, je me rends compte que franchement, l'évolution de la maladie, elle est quand même assez ignoble. Franchement, elle avait une masse énorme dans le ventre. On aurait dit qu'elle était enceinte, qu'elle était prête à accoucher. Elle était maigre, elle était squelettique. Et le pire, c'est que je me rappelle très bien, un jour, bon, là, je suis en train de mettre des détails qui peuvent choquer, hein, mais je suis tellement dans un état mal que un jour, elle a pissé le sang en se levant. Et elle a pissé le sang. Et j'ai dit à maman, j'ai dit là, il faut que j'appelle le SAMU. Je vais pas te laisser comme ça, c'est pas normal. Donc, j'ai appelé le SAMU. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus. Elle est allée aux urgences, ils lui ont mis une espèce de tampon dans le derrière et elle est rentrée. Donc, ils n'ont même pas été chercher plus loin. Ils l'ont pas gardé en surveillance. Voilà, ça s'est passé vraiment... moi, j'étais complètement impuissante parce que je voulais qu'il la gère, parce que moi, j'étais pas capable de la gérer. Je pouvais pas la gérer. Je suis pas infirmière, je suis pas docteur, donc voilà. Et je la voyais là et j'étais complètement impuissante. Et je me disais, mais Alex, comment tu veux penser à ta vie quand tu vois ça? Tu peux pas penser à ta vie là, tu peux pas. Tu te mets sur pause et tu n'existes plus. Tu sers l'autre, hein, et tu sers plus toi-même. Donc, et du coup, en fait, donc ils l'ont pas gardée. Elle est rentrée, elle était extrêmement fatiguée, elle est allée se recoucher. Et j'ai cru qu'elle allait mourir à la maison. Franchement, la manière dont elle m'a dit je veux plus rien, je veux plus voir personne. Ferme les volets, je veux dormir. Et quand elle était comme ça, moi je me suis pensée, oh là là là. Je me dis comment ça va évoluer. Puis après ça a été très vite. Parce qu'un matin, en fait, elle a voulu, je sais pas, elle a voulu aller au docteur et moi j'étais tellement fatiguée parce qu'on se rend pas compte, mais les personnes qui entourent la personne malade prennent aussi tout ça et du coup on est impacté quoi qu'il en soit, même si on est fort, on est impacté, on est fatigué aussi. Parce que, alors moi personnellement, qui suis quelqu'un de très sensible, qui prend les émotions des autres, qui voit les choses des autres, c'est très difficile. Donc, du coup, c'est ma tati qui l'a porté. Et enfin, sa sœur donc. Et moi, je suis restée à la maison, je n'en pouvais plus, j'étais trop mal. J'en avais marre parce qu'en fait, j'étais scindée en deux. J'étais scindée entre une part de moi qui voulait faire sa vie, qui voulait arriver à avancer, qui pouvait pas accepter de se laisser emporter par ça. Et en même temps, j'étais avec l'autre personne qui était en train de constater ce qui se passait et qui ne pouvait rien faire. Donc, j'étais dans ces deux énergies-là. Et dans ces moments-là, je voulais pas passer pour une égoïste, mais c'était de la survie, de me protéger aussi. Donc du coup, c'était très difficile parce qu'il n'y avait personne autour de moi pour voir ce qui se passait en moi. Parce qu'on compte plus quand c'est comme ça. C'est la personne malade qui compte. Et c'est normal, c'est la personne qui est malade qu'il faut qu'on s'occupe d'elle, etc. Ma mère elle en avait extrêmement marre. Et bon, bref, donc après elle est partie dans un hôpital. Donc, et après là, ça a été la dégringolade. En une semaine, 15 jours, c'était plié.
Voilà, donc quand ça arrive comme ça a été, comment dire, graduel. Donc vous voyez par quoi je suis passée. Et en fait, quand elle est partie, je me suis dit, bon, bah elle est partie. Et encore non. Non, je me suis même pas dit, bon, elle est partie. Je me suis dit, bon, est-ce qu'elle est vraiment partie? Elle va peut-être revenir. Peut-être qu'elle est pas morte. Là, il y a une espèce de déni qui se passe. Et le déni continue. Et en même temps, on est mal, on dort mal, on réfléchit, on repose le truc. Voilà. Donc après, vous savez ce que c'est un deuil. Donc, si vous savez ce que c'est un deuil, vous savez ce que c'est un deuil. Donc, je pense que c'est le travail de deuil après qui prend le relais. Mais à la hauteur du fait que je me suis autant engagée, comment dire, pas engagée, mais je me suis autant investie dans la relation avec ma mère, j'imagine la longueur du deuil que je vais devoir passer. Parce que ça faisait 28 ans que j'étais liée à elle comme ça. Comme ça. Franchement, j'étais extrêmement liée à elle au point que voilà, tout passait par elle. Donc voilà, maintenant il faut que j'arrive à me reconstruire par moi-même, arriver à penser par moi-même et arriver à trouver la force. Parce qu'avant c'était toujours elle qui me soulageait de certaines douleurs, de certaines pensées, m'arrivait à faire me relativiser, donc du coup ça allait mieux. Et ben ça aujourd'hui c'est plus le cas quoi. Je suis obligée de faire ça toute seule. Donc ça prend du temps, ça prend vraiment beaucoup de temps et je ne suis plus capable de retrouver la personne que j'étais en 2016 comme je vous le racontais avec tous les voyages que j'ai fait parce que j'en ai fait d'autres après. Donc mais c'était en 2016 quoi. Après j'en ai fait un, je me rappelle que j'ai fait un voyage en avril 2017. Ma mère était malade aussi mais encore franchement la maladie elle a très très vite évolué donc elle est décédée en juin. En avril, elle prenait la voiture. Enfin voilà, elle était bien. En fait, il y a des phases en fait, il y a des phases où ça va, en fait, de répit, disons. Et après, il y a des phases d'abattement très très intenses. Donc c'était les montagnes russes permanentes. Donc c'est émotionnellement difficile à gérer. Parce que nous, en tant que personne extérieure, on n'est pas... Je crois que j'entends morphine. Nous, en tant que personne extérieure, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit et du coup on est complètement pris au dépourvu et on se demande comment on va faire pour aider la personne. Et on ne peut pas. Donc tout ça pour vous raconter ce que j'avais à raconter. Dire que ma vie actuelle est très difficile parce que bon après, hormis mon désordre mental que j'ai suite à tout ce qui s'est passé, peut-être que ma vie irait bien. Attendez, je vais faire rentrer Morphine. Morphine, viens là. Elle m'a entendu. Hein. Elle va arriver. Vous allez la voir. Elle va sauter par là. Sûr. Morphine. Bébé. Voilà. Je sais plus qu'est-ce que j'étais en train de dire. Voilà. Donc voilà, ben, c'était une petite vidéo. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Peut-être. Tant pis. Ça va faire 1 giga bientôt que je filme. Alors 40 minutes égale 1 giga. Il va falloir que je m'arrête. Bon bah écoutez, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo en entier. Je m'excuse d'être aussi déprimante. Je m'excuse. Et peut-être à une prochaine vidéo si j'en ai envie. Voilà. Je vous fais des gros bisous et voilà. Bisous.